On va passer 2 heures à peu près ensemble avec différents témoignages autour du groupement employeur. Il se trouve que, indépendamment d'être à RTL, je suis angevin à la base aussi. Je suis de Saint-Lambert-la-Poterie, pour ceux qui connaissent, à quelques kilomètres d'Angers. Et j'ai démarré dans la radio, à Radio Oxygène, il y a maintenant pas loin de 30 ans, à commenter notamment les matchs de foot du SCO avec Thierry Lardeux, qui continue lui à le faire pour RTL notamment. Et donc, ça fait une certaine émotion de se retrouver là avec vous ici dans ces locaux qui ont changé quand même en 25 ans, qui se sont rénovés, du stade du SCO. Moi, ça s'appelait le stade Jean-Bouin à l'époque. En tout cas, bienvenue ici au stade Raymond Coppa et bon anniversaire pour commencer, bien entendu, aux 20 ans de Forval. On va parler donc de ce groupement d'employeurs cet après-midi avec différents témoins et je vous demande de commencer à applaudir déjà ceux qui vont me rejoindre pour la première de ces tables rondes. Agnès Jourdan, qui est la directrice adjointe de la Directe. Je vous en prie, Agnès, installez-vous. Étienne Lechat, qui est juriste au CRGE Nouvelle-Aquitaine. Bonjour, bienvenue. Et Anne-Lise Robin, qui est la directrice de Forval. Voilà. Installez-vous, asseyez-vous tranquillement. Il y a un micro, mais je crois qu'il y en aura un deuxième également. Tenez, je vous donne le premier. Et puis donc, on va évoquer cette initiative finalement encore assez récente, puisque ça date de 1985, les groupements. Mais il y en a 6 000 à l'échelle nationale, 50 000 salariés. Ça veut dire qu'en gros, on a des types que pour des startups, mais les startups, on en parle souvent plus que des groupements d'employeurs, et c'est ce qu'on va faire justement. On va inverser la tendance cet après-midi pendant 2 heures. Anne-Lise Robin, pour commencer peut-être basiquement, tenez, prenez le micro en attendant que le deuxième arrive. Vous allez vous le passer, on était dans le sport au début. Agnès, c'est promis. C'est une course de relais après le basket. Si on doit donner la définition, très simplement, rapidement, du groupement d'employeurs. Oui, ça me semble important de le redire effectivement rapidement avec des mots simples. Donc un groupement d'employeurs, c'est un outil qui permet de mutualiser des emplois, c'est-à-dire de fabriquer du temps complet à partir de plusieurs emplois à temps partiel et de proposer un emploi sur toute l'année en CDI, là où on a de la saisonnalité. De manière dite différente. Là où il y a un emploi durable à temps partiel, que ce soit saisonnier ou à temps partiel, a priori, le groupement d'employeurs a quelque chose à faire en mutualisant ces emplois-là. Donc on est à la fois dans la déprécarisation, clairement, puisqu'on apporte d'une part un CDI aux saisonniers ou un temps complet pour éviter du temps partiel subi à des collaborateurs, mais également dans la performance économique, puisque grâce au groupement, on a des salariés, des expertises, des compétences qui peuvent intervenir au prorata du besoin de l'entreprise. Donc un carton, on verra tout à l'heure avec Florian, un carton ingénieur par exemple. Voilà. Et donc de permettre le développement d'une activité TPE-PME. Oui, parce qu'effectivement, on aura dans quelques minutes aussi les témoignages de ceux qui font partie des groupements, à la fois côté employé et côté employeur. Bah, tenez, Agnès, justement, prenez le micro, parce que si on détaille un petit peu la sociologie, le profil type de ces groupements d'employeurs, ça s'adresse à qui ? Ça s'adresse aux entreprises ou ça s'adresse aux salariés ? Ça s'adresse à tout le monde. Alors la question, c'est plus précisément quel type d'entreprise, quel type d'entreprise, on a un peu abordé effectivement à l'instant avec Anne-Lise Robin la philosophie, mais j'ai envie de dire quel type de métier. On connaît beaucoup les groupements employeurs pour historiquement des activités dans l'agriculture, mais on parle de quoi aujourd'hui quand on parle des groupements employeurs ? Alors on parle de toutes sortes d'activités. Il y a parce qu'en fait, les employeurs qui peuvent être concernés sont tout aussi bien des employeurs du secteur agricole que du secteur industriel, du secteur commercial. On peut même y trouver des indépendants, des professions libérales, mais on peut aussi y trouver des associations et, une particularité quand même importante, aussi des collectivités territoriales. Donc on voit bien qu'on peut regrouper, il peut y avoir des regroupements, mais vraiment d'employeurs totalement différents et de comment j'appellerais ça, d'univers totalement différents. Et aussi pour parvenir à créer et répondre à des besoins qui sont aussi très, très, très variés. C'est-à-dire que ça peut être des besoins qui correspondent à des choses marchandes, mais aussi du non-marchand, puisqu'on peut très bien se retrouver à mettre en présence sur un territoire des associations qui vont œuvrer dans le domaine du culturel, de la gestion du patrimoine, du sport. On peut aussi avoir le sanitaire et social, le médico-social, les services à la personne. Donc c'est un bel outil de territoire. Voilà. Alors, on y reviendra tout à l'heure. Le micro aussi reviendra.
On y reviendra tout à l'heure aussi avec le directeur régional de Pôle emploi, mais c'est vrai que c'était un petit peu évoqué à l'instant par Anne-Lise Robin. On est aussi sur une réponse très locale d'emploi non délocalisable et d'une réponse concrète ici, maintenant, à cette problématique d'emploi. Oui, c'est précisément un des éléments intéressants. Ça permet aussi de maintenir sur certains territoires peut-être plus ruraux ou des emplois en maillant. Et alors, c'est peut-être pas à moi de le dire. Peut-être que je non, mais je passerai la parole. Voilà, vous inquiétez pas, Étienne Mouchat, dans un instant. Voilà, donc on peut effectivement maintenir sur un territoire des personnes. Donc c'est vraiment une réponse de proximité et c'est une réponse à la fois économique et sociale. Ça permet à des salariés, des personnes de rester sur le territoire en ayant effectivement un emploi et un emploi très varié, un emploi et pérenne pour un certain nombre d'entre eux. Étienne Lechat, justement, on est sous quel statut juridique lorsqu'on est employé d'un groupement d'employeurs quel est le statut? Comment est-ce que c'est géré? Alors, le contrat de travail, ça va être le même que pour tout employeur. Ça peut être du CDD, du CDI, tout type de contrat, même si la philosophie du groupement, c'est quand même plutôt de tendre vers du CDI, de construire un emploi durable. Mais rien n'empêche un groupement d'employeurs de conclure des CDD. Et après, la nature juridique des groupements, la grande majorité sont des associations, loi 1901. Mais on peut aussi retrouver des sociétés coopératives, des SIC, ou aussi dans le domaine agricole, des CUMA peuvent exercer une activité de GE. Et pour bien comprendre, qui paie le salarié en question? C'est le groupement d'employeurs ou c'est celui qui l'emploie réellement? C'est l'employeur, donc c'est le groupement d'employeurs qui après, lui, le groupement refacture. À l'adhérent le coût du salarié plus les frais de gestion du groupement. Anne-Lise Robin, si on doit faire une différence entre l'intérim, on le voit, il y a aussi du CDI intérimaire qui s'est beaucoup développé depuis quelques années maintenant. C'est quoi la différence entre ce travail intérimaire et puis ce que propose un groupement d'employeurs? Merci de cette question. Je vous en prie. Donc le CDI intérimaire, l'agence va miser finalement sur son collaborateur intérimaire et va lui proposer en fonction des missions qu'elle peut avoir, un emploi. Sachant que lorsqu'il n'y a pas de mission, il y a des choses très particulières qui régissent le contrat, mais là, Étienne n'est plus calé que moi, sûrement, avec parfois un salaire un peu moins important, etc. Nous, on est sur du contrat de droit commun. Donc, on s'engage sur un CDI à partir du moment, encore une fois, où on a un emploi durable pour notre collaborateur. Donc, typiquement, et ça, nos salariés pourront en témoigner tout à l'heure, quand on s'engage sur un CDI, on s'engage avec, derrière, 2, 3, 4 postes durables et des adhérents encore derrière qui s'engagent sur ce salarié durablement sur un volume d'heures. Il n'y a pas de surprise. Quoi. Oui. Voilà. Avec le nombre de semaines de vacances, c'est peut-être pour Étienne la question, mais le même nombre de semaines de vacances qu'un salarié en CDI dans la même entreprise à l'année, c'est ça? Oui, il y a aussi un principe d'égalité de traitement, c'est-à-dire que, comme tout employeur, les salariés du groupement doivent avoir la même rémunération à poste égal, expérience égale, etc. Et le salarié qui est mis à disposition de l'adhérent doit aussi avoir la même rémunération que les salariés directs de l'adhérent. Donc il y a quand même ce genre de protection. Et une des différences aussi avec l'intérim, c'est le but non lucratif du groupement. C'est très souvent une association, on le disait, donc ça permet aussi d'avoir un coût qui est moindre. Et la deuxième grosse différence, c'est que le groupe employeur, il peut mettre des salariés à disposition uniquement de ses adhérents. Alors que l'intérim, on est une relation de client, mais les entreprises qui ont recours à l'intérim ne font pas partie de l'entreprise d'intérim. Agnès Jourdan. Oui, je vous en prie. Même si on a des CDI intérimaires quand même, ça reste fondamentalement donc une relation, enfin une mise à disposition temporaire. L'intérim, c'est de l'emploi, c'est du travail temporaire. Donc, à la différence du groupement d'employeurs, dont la mission principale est de mailler des emplois et c'est de consolider des emplois à temps plein et des emplois pérennes. C'est ça. Il y a une stratégie de long terme. C'est ça. Alors que l'entreprise d'intérim n'a pas vocation à durablement placer, sinon on tomberait
je dirais des infractions. Des CDI déguisés, quoi, voilà, en gros. ce serait en fait ce genre de choses. Ouais. Et pourquoi c'est si peu connu, alors, finalement, Agnès Jourdan? Parce que je le disais tout à l'heure, 6000 structures, très éclatées en plus, qui ne parlent pas forcément les unes avec les autres. C'est peut-être ça, d'ailleurs, vous allez me dire l'explication pour expliquer que ce ne soit pas bien connu, mais pourquoi c'est si peu connu, ce système? C'est dommage que ce ne soit pas plus développé, parce que moi, je pense que c'est quand même un dispositif très vertueux. On dira tout à l'heure, quand même. Je pense que ce sera peut-être dit à d'autres moments, mais c'est quand même un dispositif vertueux. Moi, on a fait une réunion, une grande soirée. Bien en face du micro. Une grande soirée de présentation des groupements d'employeurs il y a 4 ans. C'était avec tous les groupements d'employeurs du département. Et il est vrai qu'on n'arrive pas forcément à... ça fait pas tilt, quoi. Je ne sais pas. Est-ce que le dispositif est considéré comme complexe? Je ne sais pas. Je ne sais pas ce qui pose difficulté mais on en parlera sans doute dans la table ronde tout à l'heure. Mais bon, on sait qu'il y a certains freins. D'ailleurs, il y a eu un rapport du 16 récemment qui a été remis au Premier ministre, donc du 16 du Comité économique, social et environnemental, qui a remis un rapport au Premier ministre là il y a peut-être 15 jours, qui comporte un certain nombre de diagnostics, qui comporte un état des lieux, puis un diagnostic des freins. Certains s'adressent aux branches professionnelles. Et incite les branches aussi à s'organiser, à se structurer. Probablement qu'il y a un déficit de notoriété, mais qui est lié au fait qu'on n'en parle pas suffisamment, qu'on ne met pas en évidence et en valeur tout ce qui se fait de bien en matière de groupement d'employeurs. Et peut-être aussi parce qu'on pense que le groupement d'employeurs, c'est juste un regroupement d'entreprises locales, mais ça peut être aussi bien au-delà, comme une participation à des plateformes de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences. Ça peut être aussi des médiations de l'emploi, ça peut être aussi des interventions sur certains territoires un peu sinistrés ou qui ont des plans de sauvegarde de l'emploi, une intervention des groupements d'employeurs pour aider à retrouver du travail aux personnes qui sont licenciées économiques. J'allais dire, c'est vraiment quelque chose de protéiforme, c'est vraiment quelque chose de très diversifié, le groupement d'employeurs, et il n'y a probablement pas suffisamment de structuration pour que l'on puisse communiquer sur ce qu'il fait et sur tous les atouts qu'il peut avoir pour dynamiser l'emploi. On reviendra sur Anne-Lise dans un instant, mais simplement, Étienne Lechat, il y a ce côté difficulté à travailler, à faire connaître la spécificité des groupements employeurs, une difficulté à expliquer ce que ça peut être et l'intérêt que ça a. Oui, c'est il marche définitivement pas alors. Bon, alors d'accord, j'aurais essayé. C'est l'objectif aussi du centre de ressources comme le nôtre, où un grand nombre de groupements sont adhérents, notamment Forval, c'est aussi d'aller vers les pouvoirs publics, de faire connaître, de faire la promotion des groupements employeurs. Il y a un frein aussi, c'est que les groupements employeurs ne sont pas constitués en branches professionnelles, contrairement notamment à l'intérim, on en parlait, au portage salarial également. Et après, peut-être aussi certains freins viennent d'idées reçues sur les groupements, qui peuvent faire peur. Une image un peu vieillotte, ou l'idée que ça fonctionne par le milieu associatif et que c'est pas sérieux. Enfin, c'est quoi ce qui peut poser un problème en termes d'image? Ça peut être la forme associative, ça peut être aussi le fait parce qu'il y a une règle dans les groupes d'employeurs qu'on appelle la responsabilité solidaire. Et des fois, c'est interprété comme si je rejoins le groupement, je vais être solidaire des dettes de tous les adhérents. L'image de l'économie sociale et solidaire qui n'est pas forcément celle de l'efficacité économique, quoi. C'est un peu ça. Oui, ou une mauvaise compréhension d'une règle juridique. D'accord. Et vous pensez, Anne-Lise Robin, qu'il y a aussi une difficulté à exister parce qu'on l'évoquait un petit peu avec Agnès Jourdan, il n'y a pas une parole commune, il n'y a pas une cohérence entre les différents groupements? Alors, moi, j'ai travaillé 13 ans dans l'intérim. J'ai fait ensuite dans le portage salarial et je suis arrivée donc, à Forval il y a 6 ans à présent. Et c'est vrai, ce qui m'a effectivement marqué, c'est que je fais mon petit tour des groupements d'employeurs depuis que je suis arrivée, parce que c'est toujours intéressant d'aller voir. Et je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous pour le coup. Entre groupements, on se parle beaucoup, justement. Oui. Mais voilà, on n'arrive pas à parler d'une seule voix. On n'a pas une structure qui nous représente. Nous, on est adhérents au CRGE
Il existe d'autres structures. Donc, bon. En même temps, chaque groupement d'employeurs est à l'image de son territoire. On le verra avec Forval aujourd'hui. C'est lié. J'ai pas rencontré un groupement d'employeurs qui fonctionne de la même manière depuis que je rencontre des groupements d'employeurs. Oui. Parce qu'on est finalement l'outil des entreprises, des collectivités qui ont créé le groupement et qui font le groupement aujourd'hui. C'est ça. Alors, il faut peut-être revenir d'ailleurs, Agnès Jourdan, sur ce fonctionnement même des groupements. C'est-à-dire que là, on est dans une relation tripartite véritablement. Il y a trois composantes essentielles qui fonctionnent ou qui font fonctionner le groupement. On est sur la mise à disposition de personnel, donc on est sur du prêt de main-d'œuvre. Et tout prêt de main-d'œuvre repose sur une relation triangulaire. Oui. Donc il y a forcément à un moment donné celui qui recrute, donc celui qui est l'employeur de droit, et en l'espèce c'est le groupement d'employeurs. Il y a ensuite l'entreprise, enfin il y a les entreprises, les adhérents devrais-je dire, parce que c'est pas forcément que des entreprises au sens qu'on a en tête, ça peut être aussi des associations, donc tous les adhérents qui sont finalement les employeurs de fait, et puis il y a le salarié qui lui donc est mis à disposition. Donc on a un contrat de travail entre le groupement et le salarié, on a un contrat de mise à disposition entre le salarié et puis son employé, l'adhérent. Voilà, l'adhérent. Et flottement. Mais l'important, c'est que chacun comprenne bien effectivement le rôle qu'il joue dans cette relation tripartite. Alors, pour que ça marche. Celui qui est responsable juridiquement, on va dire, et celui qui porte la responsabilité de l'employeur, c'est le groupement. C'est intéressant parce que d'une certaine façon, c'est quelqu'un qui a la compétence, qui connaît le droit du travail, qui s'occupe du recrutement, qui peut faire un bon recrutement, qui a la technique du recrutement, qui va aussi gérer au quotidien donc tous les aspects de planning, tous les aspects de gestion de la paye, et qui est celui qui s'occupe des tâches administratives, on va dire, et des tâches nobles, parce que là, c'est important de gérer bien son personnel. Mais ça ne veut pas dire que l'adhérent est totalement non plus dénué de toute responsabilité, parce que lorsque le salarié sera chez l'adhérent, il est évident que tout ce qui a trait aux conditions de travail, ça relève de la responsabilité de l'adhérent. Donc, et ce qui est intéressant sur un groupement d'employeurs, on disait tout à l'heure, c'est cette co-responsabilité et cette idée que dans le groupement d'employeurs, on a des adhérents et on n'a pas des clients. Tout à l'heure, on parlait de l'intérim, on était dans une relation commerciale. Donc, à la limite, on vient chercher une prestation, on paie pour sa prestation et puis c'est terminé. Dans le cas d'un groupement d'employeurs, on est dans une relation beaucoup plus profonde, si je puis dire, parce qu'il y a cette co-responsabilité et il y a aussi, alors la cohésion dont on parlait tout à l'heure, c'est important, c'est un peu cet esprit d'équipe aussi dans le groupement d'employeurs. On ne vient pas juste prendre une prestation puis on s'en va, quoi. On est co-responsable du bon fonctionnement aussi de ce groupement d'employeurs. Enfin, moi, c'est comme ça que je perçois. Et c'est la question que j'allais vous poser aussi un peu, Étienne Lechat, c'est-à-dire que très précisément, si jamais il y a de mauvaises conditions de travail, ça arrive parfois, est-ce qu'on arrive à repérer la responsabilité finalement entre celui qui est l'employeur et celui qui est l'adhérent? À quel moment finalement on protège le salarié aussi si ça se passe mal? Alors, c'est pas prévu dans le Code du travail, mais très, très souvent dans les groupements, il y a une convention de mise à disposition qui est signée, un contrat entre le groupement et l'adhérent, donc qui prévoit aussi ce genre de choses. Si ça se passe mal, qu'est-ce qu'on fait? Donc, après, le groupement, comme il est l'employeur et le premier responsable, il peut décider de retirer le salarié de chez l'adhérent si sa santé et sa sécurité sont mises en jeu, notamment. Après, s'il y a, dans l'hypothèse où il y a un accident du travail dans le cadre de la mise à disposition, c'est le groupement employeur en tant qu'employeur qui est responsable. Après, il pourra se retourner contre l'adhérent, parce que lui aussi, ça a été bien dit juste avant, est co-responsable. Donc s'il y a une faute de l'adhérent, il pourra se retourner contre lui, mais en premier lieu, c'est bien le groupement qui est responsable. On aura des témoignages dans quelques minutes de salariés qui travaillent au sein d'un groupement. On arrive véritablement à dessiner une trajectoire de carrière, une évolution de carrière, ou est-ce qu'on n'installe pas avec ce système-là un peu dans une forme de précarité, quelque part, sur des emplois, certes en CDI, mais avec peut-être une évolution moindre? Tout dépend des postes et des types de groupements aussi. Oui. Il y a des groupements tous les groupements ne poursuivent pas les mêmes objectifs. Il y en a qui vont chercher ce qu'on a appelé des sorties positives. C'est-à-dire que si ça se passe bien dans le groupement, l'adhérent est satisfait du salarié,
l'adhérent va pouvoir le recruter directement en CDI. Ah oui. Et d'autres groupements qui vont plus rechercher la fidélité du salarié à l'intérieur du groupement et du coup qui vont essayer de le faire progresser. Les groupements dépensent aussi investissent plus en matière de formation, environ 5% en moyenne de la masse salariale, donc pour permettre d'évoluer et d'être mis à disposition d'autres adhérents. Voilà. C'est vrai que quand on en a parlé, Annelise, Robin, en parlant de Forval, il y avait cette volonté quand même, justement de faire évoluer et d'accompagner la formation de ceux qui sont vos salariés. Oui, alors du coup, donner effectivement l'éclairage Forval, pour le coup, on fait un peu tout ça, nous. C'est-à-dire qu'on a je viens de voir Irène Mogg qui vient d'arriver. Qu'on verra tout à l'heure. Voilà. Typiquement, chez Terrena Semences, régulièrement, il y a de l'embauche en CDI, effectivement, de collaborateurs Forval parce qu'ils ont l'expérience. Ça fait une dizaine d'années qu'ils sont présents, ils ont la compétence et ils peuvent, à un moment donné, sur un poste qui s'ouvre, puis ils ont envie de se poser, donc pourquoi pas. Mais j'ai envie de dire, selon moi, le groupement d'employeurs, plus qu'une autre entreprise, doit finalement avoir des collaborateurs salariés qui soient le plus polyvalent possible, par définition, puisqu'on est sur des postes, et Noémie, que je n'ai pas vue, mais qui devrait témoigner. Typiquement, ce qui m'intéressait dans le témoignage de Noémie, c'est qu'il y a des postes, pour le coup, qui sont assez différents. Et donc, l'important, c'est oui, on a un plan de formation qui est plus qu'utilisé, on va bien au-delà des obligations, parce qu'il faut former, il faut développer les compétences, monter en compétences. Et alors, on gère vraiment les plans de carrière, clairement. C'est-à-dire qu'on a des entretiens professionnels avec nos salariés comme une entreprise normale. Et on vient travailler, au-delà de chaque mise à disposition, la carrière du salarié, chez Forval ou en dehors de chez Forval à un moment donné. Mais ça nous arrive d'avoir des questionnements de salariés qui, au bout d'une dizaine d'années, nous disent « Voilà, j'ai envie de changer d'entreprise, ça fait 10 ans que je suis là. » Et on se retrouve avec des salariés qui ont toujours leur ancienneté chez nous, leur CDI, et qui vont aller dans une nouvelle entreprise. Donc ça, c'est quand même précieux. De la même manière qu'on a des salariés qui se retrouvent dans une situation où peut-être l'une des entreprises, on l'a connue, ça arrive, malheureusement, n'existe plus. On va les repositionner. Donc pour ça, il faut qu'on les tienne le plus qualifié possible et le plus en adéquation avec les besoins des entreprises. Très prosaïquement, c'est intéressant pour l'adhérent d'avoir recours à un groupement d'employeurs plutôt que d'avoir son propre salarié en contrat. Je laisserai les adhérents le dire, peut-être du coup. Mais d'expérience, on va dire. Il y a Yves Albert qui est présent, je sais pas. Quand on avait fait les 15 ans, Yves, il y a un truc qui m'avait marqué dans votre... c'est que on avait fait... c'est du pratico-pratique, un exemple. On avait fait le planning, parce que donc on se pose avec les adhérents. C'était 2 adhérents, c'était Hortensia France Production et Géoflore à l'époque. Et on était en train de travailler le planning, de l'affiner pour que ça fonctionne et que ça colle en fonction des besoins des 2 entreprises. Et puis Yves dit le tour, oui, d'accord, oui, non mais moi je m'adapte. Oui. Mais en fait, vous pourriez le prendre à temps complet toute l'année, votre salarié. Et vous m'aviez répondu à l'époque, oui, mais c'est intéressant qu'il aille ailleurs et puis qu'il revienne. D'accord. Voilà. Ah oui, c'est de il y a aussi ça. C'est aussi une expérience. Donc il y a mille et une raisons pour lesquelles effectivement, on peut derrière aussi les postes à pénibilité avec ATM qui n'a pas pu être présent, mais les postes à pénibilité, on coupe en 2 le poste dans l'année et on va faire une partie de l'année et l'autre partie avec un autre salarié, etc. Voilà. Agnès Jourdan, on s'approche évidemment de la conclusion parce qu'on va donner la parole ensuite à ceux qui expérimentent au quotidien le groupement. Je vous voyais réagir par rapport à ça, l'intérêt que ça peut représenter pour l'employeur. Vous êtes évidemment très sensible à la directe, à toutes les conditions aux conditions de travail, mais pour l'employeur, c'est aussi plus intéressant d'avoir un salarié via un groupement que de l'avoir en propre. Alors, ça dépend si l'employeur y a recours parce qu'il a une activité, par exemple, saisonnière, ou s'il a une fluctuation d'activité, ou si, au contraire, il n'est pas en capacité de proposer un temps plein. Donc, ça dépend des situations. Si on est sur quelqu'un qui a une activité fortement fluctuante ou avec de la saisonnalité, il est évident que l'intérêt majeur, c'est de pouvoir avoir quelqu'un de qualifié et de fidéliser. Pour bien connaître le secteur agricole, je sais que si on a quelqu'un qui vient régulièrement chaque saison, au bout d'un certain temps, on peut le perdre parce qu'il se lassera
parce qu'il y a toujours cette incertitude, on ne sait pas quand on va commencer la saison, quand elle va se terminer, et ainsi de suite. Le fait d'avoir ce filet de sécurité que le groupement d'employeurs qui, lui, se charge de tous ces aléas-là, c'est quelque chose qui est, j'allais dire, du côté salarié tout à fait intéressant. Et pour l'employeur, lui, il a aussi quelque chose qui le rassure de se dire, bon, si je ne commence pas à la date donnée, je sais que le groupement va s'occuper de confier le salarié à quelqu'un d'autre et va planifier son... alors, ce qui est peut-être intéressant pour un employeur aussi, on l'a un petit peu abordé tout à l'heure, c'est lorsqu'il a besoin d'une compétence experte. Et je crois qu'il y aura oui, c'est vrai, vous avez raison. On l'a pas beaucoup dit encore. De quelqu'un qui a une compétence experte dans la salle, je crois. On sait que les TPE-PME ne pourraient pas s'offrir certaines compétences parce que ça n'intéresserait, il n'y aurait pas preneur, ça n'intéresserait personne de venir travailler pour un temps très, très, très partiel. En revanche, si cette compétence est présente au sein du groupement, il y a possibilité d'en faire bénéficier les adhérents. Et là, ça peut être très intéressant. Quelqu'un qui va s'occuper de la communication, qui va s'occuper de la qualité, de l'hygiène sécurité, de toutes sortes de compétences, je me répète encore. Et des missions spécifiques, qui vont permettre la performance de l'entreprise. Ça, c'est quelque chose qui, à mon avis, n'est pas suffisamment connu. Et même nous, pour les inspecteurs du travail, enfin moi, je ne suis plus inspecteur du travail maintenant, mais je sais que ça peut être intéressant de savoir que certaines TPE peuvent s'offrir de tels services, notamment en matière d'hygiène et sécurité. C'est vraiment quelque chose de tout à fait essentiel. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on s'était associé à cette soirée de promotion des groupements d'employeurs avec malheureusement pas le succès qu'on aurait souhaité. Voilà. Étienne Lechat, je vais vous proposer de faire la conclusion de cette première table ronde pour qu'on puisse passer aux témoignages et aux expériences de terrain, j'ai envie de dire. Si je comprends bien tout ce qu'on vient de se dire, l'intérêt du groupement d'employeurs, c'est d'apporter une forme de sécurité, de sécurisation pour l'adhérent, et puis de souplesse quand même, parce que c'est quand même ça le cœur même de ce dispositif, c'est d'arriver à répondre à des besoins très ponctuels au cours d'une année. Oui, c'est ça, oui. Alors, des fois, on dit que le groupement d'employeurs est créateur d'emplois. C'est si discuté. Il y en a qui disent que oui, il y en a d'autres qui disent que c'est juste d'additionner en fait des petits bouts d'emploi qui existaient déjà. N'empêche que ça permet quand même des fois aux entreprises de recourir soit à des compétences expertes, soit sur des temps plus longs, saisonniers ou autres, mais de recourir à de la main-d'œuvre, à des compétences qu'ils n'auraient pas pu recruter tout seuls, parce que l'emploi n'est pas assez attractif sur du temps partiel, parce qu'ils sont dans un territoire qui est un peu en difficulté, etc. Donc, en tout cas, moi, je pense que ça permet d'une part de créer quand même, de faire émerger des emplois et de rendre l'emploi plus stable, plus durable. Et peut-être de préserver aussi un savoir-faire. On sait qu'il y a des bassins d'emploi qui parfois perdent le savoir-faire historique de certains métiers parce qu'une usine, un gros employeur ferme. Là, vous avez la possibilité peut-être de garder ce savoir-faire localement. Oui, c'est sûr. Alors après, le groupement n'est pas forcément une solution magique. Si sur un bassin d'emploi, une entreprise de 400 salariés ferme et est délocalisée, ça va être compliqué de relocaliser les 400. Mais comme vous le disiez tout à l'heure, c'est quand même souvent adossé à des démarches de gestion prévisionnelle. Enfin, on est sur du temps long. Donc ça permet d'anticiper les besoins des territoires et de créer les emplois les plus durables possibles. Merci beaucoup à tous les trois. Agnès Jourdan, on vous retrouvera tout à l'heure, directrice adjointe de la Directe. Étienne Lechat, merci pour le CRGE Nouvelle-Aquitaine. Et Anne-Lise Robin, donc directrice de Forval, merci d'être passée par ici pendant quelques minutes. On enchaîne.